tous, merci d'être venus, merci d'être nombreux. Alors moi je vais vous parler de mon parcours. Je vais d'abord vous parler d'un enfant qui était très timide, toujours en décalage, qui ne se sentait pas à l'aise en société. Puis je suis devenu un adolescent tourmenté, qui a fait plusieurs bouffées délirantes, qui suis rentré en schizophrénie dès l'âge de 13 ans. Et puis je suis devenu ce jeune homme que vous voyez devant vous, qui est soignant, aussi atteint de la maladie de la schizophrénie, mais qui fait beaucoup de choses, qui est aussi écrivain, qui fait des vidéos de sensibilisation sur le sujet. Et si on m'avait dit tout ça quand j'avais 13 ans, même si j'avais pas encore conscience de ma maladie, mais quand j'ai fait mes premières bouffées délirantes, j'aurais rigolé, j'aurais jamais cru que je serais capable de tout ça. Donc tout ça pour vous dire que tout est possible dans la vie et que rien n'est impossible. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc dans mon parcours, ma première bouffée délirante, moi, c'est à 13 ans, comme je vous disais. Là, je rentre dans un bus et c'est comme si, par exemple, il y a une personne qui est au fond, comme si je vois la personne qui est au fond, là, on imagine qu'elle est dans un bus, et elle parle à, donc c'est une fille qui parle à son copain. Elle lui sourit, et moi j'imagine en fait, tout simplement qu'elle se moque de moi. Donc dans un premier temps, je prends peur, je me mets juste derrière donc, le conducteur, donc le plus loin d'elle parce qu'elle est au fond du bus. Et le problème, si vous voulez, c'est que ces voix qui viennent dans ma tête qui disent, parce que dans ma tête, en fait, elle dit quel con ce type, elle parle à son copain, et au bout d'un moment, c'est plus juste une personne qui parle, c'est tout le bus. Et là, c'est tout le bus qui dit des choses, qui m'insulte, en fait. Et là, c'est quelque chose que je souhaite à personne parce que c'est une sensation très bizarre. C'est comme si vous avez fait un footing, moi je me souviens, je transpirais à chaudes gouttes et je comprenais pas pourquoi je transpirais, j'avais pas couru, j'étais assis, donc voilà, mais c'était vraiment quelque chose de très mental et qui était vraiment épuisant. Donc j'ai pris peur, j'ai quitté le bus au bout d'un ou deux arrêts en me disant ça va faire cesser les voix. Au bout d'un moment les voix auront cessé et je suis retourné petit à petit en dormant un peu plus, parce que c'était une période où je dormais très mal, dans une forme de normalité. Donc finalement cette crise je l'ai mise derrière moi en me disant écoute Florent, effectivement il y a eu un moment où tu n'étais pas bien, mais bon ça va mieux quoi. Donc je suis vite passé à autre chose. Le problème c'est que ces crises elles vont monter crescendo en fait. Ça va pas être juste une crise par an, ça va être plusieurs. Et si vous voulez, ça va pas être juste pendant 15 minutes, ça va être un jour, une semaine, voire plus en fait. Mais moi, j'étais très doué pour cacher tout ça. Et donc du coup, quand ça n'allait pas, en fait, je me terrais chez moi. Et je restais enfermé dans ma chambre en disant que je jouais aux jeux vidéo. Donc mes parents, ils se sont dit, bon, ils s'isolent, crise de l'adolescence typique. Et donc c'est vrai que je peux pas leur en vouloir parce que je leur ai donné aucun signal jusqu'à très tard. Et du coup, ils pouvaient pas le deviner. Alors il y a une deuxième crise assez marquante que j'ai faite dans le métro à Rennes. Donc je prends le métro et là je vois un monsieur en costard noir. Vous allez me dire quoi de plus normal? Bah non, il était en costard noir, donc c'est forcément quelqu'un du FBI et il est forcément là pour me suivre, puisque forcément je suis un meurtrier recherché, en tout cas dans le délire que je m'étais inventé. Alors là j'en rigole, mais je peux vous dire que sur le moment vous rigolez pas, parce que vous y croyez vraiment. Et donc je vois ce monsieur qui était costaud, en plus qui était plus grand que moi et tout ça, donc je prends un peu peur, je sors du métro à la prochaine rame en me disant bon bah c'est bon, tu lasses, mais manque de bol, dans le métro, il y a beaucoup de gens qui ont des costards noirs. C'est un peu embêtant quand on est atteint schizophrénique, qu'on est en crise. Je reprends la station d'après, et là, je recroise un monsieur habillé en noir. Donc pour moi, c'était le même homme, c'était sûrement pas le même. Donc je reprends peur et je quitte le métro. Tout ça, ça dure toute la journée. Et à la fin de la journée, je prends le bus pour rentrer chez moi. Et là, forcément, c'est mon professeur qui est derrière moi, il me suit, il a que ça à faire de ses soirées, forcément. Donc voilà, en fait, je me suis dans ce délire, en fait, quand je vais l'analyser bien plus tard, je vais me rendre compte que je suis toujours le centre, je suis quelqu'un, en fait, finalement, dans mes délires d'important, et qui est souvent suivi par la police, ou je suis souvent dans les principaux protagonistes de mes hallucinations. Tout ça, ça aura un sens plus tard, je vais vous dire pourquoi après. Ma troisième crise, en fait, et là, c'est là qu'on va comprendre que je suis malade. Ma copine de l'époque, Angélique, était venue... Donc, elle était de Paris, donc elle était venue à Rennes, chez mes parents, parce que j'habitais chez mes parents à l'époque. Et en fait, mon papa était revenu d'un voyage au Brésil pour son travail. Et je me suis inventé toute une fiction, tout un monde dans lequel il avait une autre famille au Brésil. Et si vous voulez, si nos rapports étaient conflictuels, c'était forcément parce qu'il y avait une autre famille au Brésil, que quand il me parlait, en fait, il voyait son autre fils qu'il avait dans une autre famille éloignée, en fait. Donc là, en fait, je me souviendrai toujours, mon père, il nous appelle avec une voix très gentille pour aller manger, moi et Angélique, donc on vient. Je m'assois, et là, je sais pas, c'est comme une pulsion, alors c'est très difficile à expliquer par des mots,
hein. Mais c'est une pulsion, quelque chose qui vous saisit, et je me pose même pas de questions, je le fixe du regard, vraiment avec un regard noir, et là je vais vers lui et je le secoue violemment au niveau des épaules, donc toute la famille prend peur, nous sépare, et ce n'est que plus tard, parce que sur le moment où on est en crise, on ne se rend pas compte de l'horreur du truc, ce n'est que plus tard que quand je vais redescendre et prendre conscience de ce qui s'est passé, que je vais me rendre compte de l'horreur de la chose, quand je vais me souvenir de ce qui s'est passé, que je vais voir la peur de mon papa, le regard apeuré de mon père, le regard triste de ma copine Angélique, mon frère et ma soeur qui sont terrorisés, que je vais me dire, mais attends, il faut faire quelque chose, quoi. Donc, le lendemain, ma mère vient me voir en me disant, écoute Florent, là il faut qu'on fasse quelque chose, faut que tu vois un médecin, c'est pas normal ce que tu as fait hier. Et je lui dis, oui, effectivement, c'est pas normal, elle me demande ce qui se passe, et en fait, je prends peur, je veux pas... Il y a une phrase dans mon livre sur clarté que je dis souvent, c'est... j'avais peur, en fait, de faire entrer ma maman dans mon univers, en fait, qui était un univers d'hallucination, et cet univers malsain-là. Je voulais pas partager cet univers-là, je voulais partager que les bonnes choses, en fait. Donc, du coup, même si j'accepte d'aller voir le médecin, j'y vais quand même un peu à reculons, mais je pensais pas du tout... que quand on allait voir le médecin, je ne verrais pas ma famille pendant plusieurs semaines et que je serais hospitalisé dans une unité psychiatrique. Ça, j'en avais aucune idée. Pour moi, je voyais le médecin, il allait me donner un traitement et puis j'allais retourner vivre avec mes parents assez rapidement, quoi. Donc arrivé chez le médecin, il me demande si j'entends des voix. Mais moi je lui dis bah non, j'entends pas de voix. Parce que j'avais peur, en fait, j'avais du mal à exprimer ce que je ressentais vraiment au plus profond de moi, mais le médecin n'est pas dupe, il voit aussi que j'ai un délire paranoïaque, donc il me fait hospitaliser dans un hôpital psychiatrique avec Guillaume Régnier à Rennes. Et après, en fait, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, il y a eu plusieurs étapes. Il y a une fête que je me souviens pas du tout d'un passage, ma mère s'en souvient très bien. En sortant de chez le médecin, en fait, ils avaient appelé une ambulance pour qu'elle me cherche et m'emmène à Guillaume Régnier. Et en fait, je me mets en plein milieu de la route, comme ça, et je pense... C'est ma mère, je vais dire ça à ma mère après. Je pense que les voitures vont me transpercer puisque je suis invincible et j'ai forcément des pouvoirs surnaturels, en fait. Donc comme je vous disais, je suis encore dans un délire où je suis le centre, où je suis quelque chose, où je suis du moins important. Et donc du coup, ma mère se jette en fait sur la route pour esquiver les voitures sur moi, pour esquiver les voitures en fait. Donc c'est vraiment un moment, à mon avis, qu'elle a dû vivre, elle m'en parle souvent, même encore maintenant, qui a vraiment profondément choqué et marqué. Moi, j'en ai aucun souvenir parce que je devais vraiment être ailleurs. Par contre, je vais reprendre mes esprits quand je vais aller dans l'ambulance, et là, je me souviens très bien que moi, c'était pas une ambulance, en fait. C'était pas une ambulance, c'était un convoi exceptionnel qui était là pour me faire sortir du pays parce que j'étais suivi par le FBI et toute la police de France. Forcément. Maintenant, je rigole, je peux vous dire que seulement, ça fait vraiment bizarre. Et on est toujours dans cette tension mentale où on s'invente un délire, dans une espèce de tension mentale qui demande une énergie incroyable parce qu'on arrive, quand je suis arrivé à l'hôpital, mais j'étais complètement lessivé, quoi. Là, je suis encore dans le délire, je prends mon téléphone, je me dis, mais attends, ton téléphone, t'es sur ta plaque d'écoute, donc je le prends, bam, je le balance par terre, en fait. Et donc c'est pour vous dire que j'étais vraiment dans un monde parallèle. Je dis souvent ça, la schizophrénie, c'est une altération de la réalité, c'est-à-dire c'est comme quand vous regardez un film, par exemple. Quand vous regardez un film de science-fiction ou un film d'horreur ou n'importe quel type de film, vous êtes assis tranquillement sur une chaise ou sur un canapé, mais vous savez faire le distinguo entre ce que vous voyez et la réalité. Dans une crise de schizophrénie, ce que notre cerveau nous envoie comme information, comme hallucination auditive, visuelle, même ça peut être olfactive, enfin ce genre de choses, on n'est plus en capacité de se raisonner. Il y a un tout début dans la crise, moi ça me faisait ça, où je me disais, attends Florent, ce que tu crois voir ou entendre, c'est pas possible, quoi. Et puis il y a un moment où la crise elle prend le pas, et là tu n'es plus en capacité de conscience, et donc dans ce cas-là, c'est là où ça peut devenir dangereux, parce que c'est une lutte intérieure, en fait, on lutte. Moi, la voix que j'avais avant, en fait, je l'appelais l'autre. Une voix nommée l'autre, c'est un chapitre de mon livre sur clarté. Une voix nommée l'autre, parce que du coup, pour moi, cette voix, c'était pas moi. C'est comme si quelque chose essayait de prendre la gouvernance de mon entité spirituelle, en fait, quoi. Donc, je vais avoir cette crise-là, je vais commencer à me faire soigner. Je vais avoir cette chance, même si j'avais très honte de la maladie auquel mes amis étaient au courant. À l'époque, j'étais à la fac de droit. Donc je recroise des gens, des amis de la fac de droit. Bah Florent, t'as pas vu depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe? Oh, le droit, ça m'intéresse plus, vous savez, voilà, je fais autre chose. C'était pas vrai du tout, j'aurais adoré continuer le droit, mais j'étais plus en capacité de me concentrer suffisamment parce que j'avais des traitements très lourds. Donc, il va y avoir ce passage-là, mais je vais pas être rapidement je vais pas rester très longtemps plutôt dans le déni, en fait.
je vais rapidement accepter mon traitement parce que mon père va me dire une phrase qui m'a marqué, il va dédramatiser la situation. C'est-à-dire qu'au début, ma mère avait tendance à me dire tout le temps de prendre mon traitement tous les jours. Dès qu'elle me voyait, elle même pas bonjour, est-ce que tu as pris ton traitement? Donc du coup, moi ça me braquait, j'avais l'impression d'être une maladie ambulante qui déambulait. Même si elle faisait du mieux qu'elle pouvait, je lui en veux pas, hein, mais je sais que ça partait d'un bon sentiment, mais j'avais l'impression d'avoir une étiquette marquée là, donc ça m'énervait un peu. Même si je prenais mon traitement, je me disais, mais je trouvais ça très réducteur. Et mon père, il m'a dit, tu sais, Florent, le traitement que tu as à prendre, c'est comme quelqu'un qui serait diabétique, tu as 1 ou 2 comprimés à prendre tous les jours, et puis voilà, et puis c'est 3 fois rien, tu prends ça et t'es mieux. Et ça a vraiment dédramatisé la chose, et là, je suis devenu acteur de la maladie, du coup, j'ai décidé de prendre mon traitement. Donc ça a commencé à aller mieux aussi, parce que le dosage a diminué, il faut avoir un traitement adapté, hein, c'est vraiment important. Et il va y avoir plusieurs déclics comme ça. Donc le deuxième déclic, c'est un jour ma mère qui participait à des groupes de parole de l'UNAFAM. Donc elle rentre et elle me dit tiens Florent, regarde, j'ai une liste de grands génies qui ont marqué différentes époques. Bon, je lui dis bon, pourquoi pas, pourquoi tu me montres ça? Je ne vois pas trop où elle veut en venir. Et là elle me dit tu sais, en fait Einstein il a fait des bouffées délirantes, son fils était atteint de schizophrénie. John Fornash, qui est le prix Nobel d'économie, il y a un très beau film sur lui, Un homme d'exception. Il était atteint de schizophrénie, il a fait de très belles choses. Et du coup, il y a eu Schumann également qui avait des troubles psychiques et d'autres. Et c'est vrai que tout ça, en fait, ça a fait que je me suis dit, attends, ces gens-là, ils ont changé le monde. Toi, tu peux pas changer le monde, mais au moins, tu peux peut-être changer ta vie. Si eux, ils ont réussi à changer le monde, tu peux changer ta vie. Parce qu'à la base, quand la maladie est tombée, pour moi, c'était j'étais forcément plus bête que la moyenne. Donc, quand on pense qu'on est plus bête que la moyenne, quand on pense qu'on est, entre guillemets, débile mental, forcément, on ne met pas en place des actions pour progresser. Parce que pour s'en sortir, il faut d'abord y croire. Et ça, c'est très important. Et à partir du moment où je me suis mis à y croire, je me suis répété cette phrase de façon névrotique. Tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Alors au début, je le disais sans y croire trop, en fait, si vous voulez. Mais c'est vrai que cette phrase-là, je vais la faire mienne progressivement. Et ça va vraiment être quelque chose de très très important pour moi. Parce que je crois beaucoup en la psychologie positive et mon positivisme, quelque part, il va me sauver aussi. Donc cette phrase paraît anodine, mais c'est un peu de la programmation neurolinguistique, c'est un terme que vous connaissez peut-être, et c'est vrai que sans le savoir, c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué des techniques que j'avais apprises au sport d'auto-persuasion, au basket notamment, des techniques qu'appliquait Michael Jordan ou certains champions, parce qu'à l'époque je voulais être basketteur professionnel quand j'étais plus jeune, et c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider, le sport m'a beaucoup aidé, parce que je crois beaucoup au fait qu'on ne peut pas avoir des choses si on ne s'en donne pas les moyens, mais surtout si on n'y croit pas. C'est pour ça que je dis souvent que l'espoir, c'est déjà d'y croire. Si on ne croit pas qu'on peut s'en sortir, on ne va pas s'en sortir. C'est comme quelqu'un qui fait par exemple, tout simplement du sport, s'il est persuadé qu'il va perdre, il ne va pas gagner. Parce qu'il ne va pas se mettre en état, en condition pour... je ne dis pas qu'il va forcément gagner, mais il a beaucoup plus de chances de gagner s'il y croit déjà dans son plus profond, dans son fort intérieur. Après, il y a aussi l'art-thérapie qui m'a beaucoup aidé, notamment l'écriture. Là, j'ai écrit 2 livres. Je viens de terminer un livre qui s'appelle J'ai tendu la main, qui est disponible maintenant. Et c'est vrai que c'est très important pour moi, parce que si vous voulez, j'avais beaucoup de respect pour les psychiatres, mais j'arrivais pas à me confier à quelqu'un que je connaissais pas. Ça m'était très très difficile. J'avais beaucoup de mal. J'avais honte de ma maladie encore à cette époque-là. Et donc du coup, ma façon à moi de me parler, finalement, de sortir les choses, de sortir mes tripes, ça a été d'écrire. Alors dans un premier temps, j'avais un traitement trop lourd pour pouvoir écrire longuement, mais il faut savoir que quand j'étais avec Guillaume Régnier, quand j'ai commencé à être un petit peu mieux, j'ai demandé, quand j'ai eu le droit de sortir, au début j'avais pas le droit de sortir dans le terrain, dans le jardin, j'ai demandé à avoir une feuille et un stylo, et là j'ai commencé à écrire les prémices d'Obscure Clarté et quelques phrases de J'ai tendu la main. C'était les 2 projets que j'avais en tête, mais bon, il y a une phrase que j'aime bien, que je dis dans Obscure Clarté, c'est « Je ne me sentais pas de taille pour affronter mes failles ». Et c'était tout à fait ça. Donc j'ai mis les 2 introductions dans le grenier chez mes parents, et puis je me suis dit, bon, on verra ça un autre jour. Bon, l'autre jour, ça a pris 3 ans quand même. À 28 ans, je me suis réveillé le jour de mon anniversaire, et j'étais vraiment en dépression. Je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, t'as pas réalisé ton rêve qui est d'écrire un livre. Et dès le lendemain, je me suis mis à écrire de façon névrotique, en fait. À reprendre ces introductions qui étaient restées dans le grenier, et à écrire. Alors au début, j'écrivais pas énormément. J'écrivais 1/4 d'heure, 20 minutes par jour, pas beaucoup plus, parce que j'avais encore des difficultés de concentration. Et puis à force de persévérer, c'était 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et je me suis surpris à pouvoir faire des séances d'écriture beaucoup plus longues qu'à la base, en fait. Mais je faisais ça quasiment tous les jours, donc je progressais. Et c'est quelque chose qui m'a sauvé, parce que j'ai compris pourquoi j'étais malade en écrivant les livres, en fait.
il y a un jour, j'écrivais, il était 2 h du matin, et il y a une espèce de phrase qui va venir comme ça, dans cette nuée de mots. Bon, j'ai plus la phrase exacte, mais grosso modo, c'était « Je ne suis pas satisfait de ma condition sociale et je me suis créé cette maladie pour me rendre important. » Et c'est vrai, parce que quand on regarde mes délires, c'était des délires certes obsessionnels, mais j'étais toujours le centre. Et en fait, comme j'avais un complexe d'infériorité par rapport à mon papa qui était dans l'armée, qui était colonel, qui est général maintenant, qui avait réussi de grandes choses, j'avais envie de lui montrer que je pouvais réussir de grandes choses. Mais en fait, moi, je travaillais 2 fois plus que la moyenne et j'avais juste 10, quoi. Donc j'étais très frustré par rapport à ça. Du jour où j'ai eu compris ça, ça a fait un déclic aussi. Donc il y a eu ces 3 déclics qui vont vraiment être très importants. Donc, de cet enfant, en fait, timide, timoré, n'osant pas aller vers les autres, de cette personne adolescente qui va faire beaucoup de crises de bouffées délirantes, qui va rentrer en schizophrénie, ça a fait aussi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai envie de dire que c'était un cheminement, tout ça, que je ne regrette pas, sauf quand j'ai secoué violemment mon père, ça évidemment je le regrette. Mais si vous voulez, tout ça, ça fait l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et je vais terminer en vous disant que pour moi, en fait, l'espoir, c'est vraiment d'y croire. Il faut vraiment croire quand on a très envie de s'en sortir de quelque chose. Il faut y croire, il faut s'en donner les moyens. Parce que souvent, il y a l'idée qui est là et il y a l'action qui est là. Souvent, il y a un écart entre les deux. Mais ce qui est important, c'est d'être dans l'action, d'avoir des petits objectifs quand on n'est pas bien, des petits, des moyens, et puis éventuellement des grands si on arrive après. Donc voilà, je vais terminer en vous disant l'espoir, c'est d'y croire, et ma schizophrénie, c'est ma force. Ma schizophrénie, c'est ma force.